Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'hypertrophie musculaire et de la force et de comment s'entraîner pour les développer dans une série de 2 épisodes, série se terminant par cet épisode-ci et faisant donc partie également d'une série d'épisodes concernant la santé physique dans laquelle nous aborderons entre autres l'hypertrophie, la force, la perte de poids, l'endurance, la récupération ou encore la nutrition. Donc, si vous n'avez pas vu le précédent épisode, eh bien, je vous conseille d'abord d'aller écouter celui-là. Donc, il est sorti il y a 2 semaines. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement d'aller le voir parce que on va certainement aujourd'hui reprendre des choses qu'on aura citées dans l'épisode précédent. Voilà, et puis ça vous permettra aussi d'avoir tous les protocoles, que ce soit pour l'hypertrophie et pour la force, et pas de vous retrouver qu'avec la moitié. Donc, la dernière fois, on s'était quitté sur le fait que il y a une grosse erreur que font souvent les gens, qui est de changer trop souvent leur programme de musculation ou leur programme de sport en général. Et on avait dit qu'il fallait le changer, eh bien, idéalement toutes les 10 à 12 semaines, et pas avant parce que sinon, eh bien, vous risquez, d'avoir des résultats, très compliqués. Donc, on va maintenant s'intéresser aux variables modifiables, pardon, pour la force et pour la puissance, mais aussi donc pour la vitesse. Première variable modifiable, c'est le choix des exercices. Donc, en gros, quels exercices vous choisissez pour travailler. En général, c'est un exercice avec un mouvement composé, donc compound movement en anglais, c'est-à-dire un exercice engageant plusieurs articulations, un exercice complexe comme un squat, un deadlift, et pas un exercice qui isole un groupe de muscles. Vous devez choisir cet exercice en pensant au mouvement qu'il implique plutôt qu'au groupe de muscles qu'il travaille. Par exemple, si si vous vous dites, j'ai besoin d'entraîner l'explosivité de l'extension de mes hanches, eh bien, en termes d'exercice, vous allez choisir le saut en hauteur. Ou bien, si vous voulez entraîner votre capacité à pousser slash tirer, ou votre capacité de rotation, c'est pareil, vous allez choisir des exercices qui vont aller en sens, mais voilà, vous pensez au mouvement, ce que vous voulez faire, pousser, tirer, tourner, améliorer l'explosivité d'un certain endroit, etc. Euh, voilà, plutôt qu'au groupe de muscles en général. Donc, il faut s'assurer de cibler aussi 3 points haut, bas, pousser, tirer, donc push-pull, et une sorte de rotation. Donc, si vous faites par exemple la méthode des 3 à 5 dont on a parlé dans l'épisode précédent, en prenant seulement 3 exercices, hein, le plus petit nombre que vous puissiez, eh bien, parmi ces exercices, vous allez prendre un exercice push, donc un exercice où vous allez pousser, un exercice pull, donc un exercice où vous allez tirer, et une rotation. En exemple d'exercice de rotation, parce que push-pull, c'est assez compréhensible. Push, ça peut être au poids du corps, par exemple, des pompes. Pull, au poids du corps ou lesté, ça peut être des tractions. Et une rotation, bah, c'est un peu plus compliqué à concevoir. Et c'est pour ça que je vous ai mis en description un lien vers un site extrêmement simple pour un exemple de rotation qui est donc le Cable Core Rotation. Donc c'est simplement tirer
tirer, une poignée, qui est reliée bien sûr à des poids, à une masse et vous allez avoir les jambes fixes et vous allez tourner le haut de votre corps. Donc voilà, dans la description, il y aura ce lien vers ce site juste pour que vous puissiez voir, à quoi ressemble ce mouvement en fait, hein. C'est juste des images, c'est même pas une vidéo. Mais c'est vrai qu'une rotation, on a un peu plus de mal que, push-pull, c'est un peu plus, compliqué. Donc voilà, si vous faites la méthode des 3-5 dont nous avons parlé dans le précédent épisode et que vous avez que 3 exercices, vous prenez un push, un pull et une rotation. Ici, il n'y a pas d'histoire de, phase concentrique vs, phase excentrique, car vous faites concrètement un mouvement athlétique de tout votre corps et ces phases, sont juste des parties du mouvement, et vous ne pouvez pas au final les séparer comme vous allez, potentiellement le faire, quand vous allez faire de l'hypertrophie, si vous faites, par exemple, du, développé couché. Voilà, vous allez avoir la phase, excentrique, la phase concentrique et vous allez pouvoir jouer sur le temps que vous allez, donner à ces phases, mais vous n'allez pas pouvoir, le faire sur des mouvements aussi complexes qu'un saut en hauteur et cetera. Voilà, c'est vraiment, pas le but ici. La seconde variable, modifiable, ça va être l'ordre des exercices. Donc, comme tout ce qui conduit, la force et la puissance est basé sur la qualité, vous devez le faire en début de séance. Vous ne pouvez et ne devez pas, faire quelque chose de fatigant pour vos muscles avant de faire, vos exercices pour la force et la puissance si c'est votre objectif. Donc pas d'exercice cardiovasculaire intense, pas de série de résistance pour un autre objectif, par exemple, pour de l'hypertrophie, vous iriez jusqu'à la fatigue, musculaire, voire jusqu'à l'échec. Donc il faut réaliser les exercices lorsque vous êtes frais physiquement et nerveusement, donc en début de séance. Par exemple, votre objectif, principal, c'est d'améliorer votre force, dans vos bras, par exemple, parce que vous avez besoin d'améliorer votre force au niveau de vos bras, au quotidien et cetera. Donc, vous allez aller à la salle de musculation, mais peut-être que vous avez aussi envie de faire un peu d'hypertrophie et pas que de la force. Eh bien, hem, chaque séance, vous les commencerez par faire les exercices vous permettant de faire la force. Voilà, donc ce seront des exercices avec une grosse charge, mais très peu de répétitions et beaucoup de temps de pause, donc des choses qui seront pas trop fatigantes, mais vous devez impérativement les faire au début pour travailler ça. Et puis après, vous pourrez enchaîner derrière sur, si vous avez envie, des sprints, sur de la capacité anaérobie. Vous pouvez faire de l'hypertrophie derrière, hein. Par exemple, voilà, si votre objectif c'est de prendre du muscle quand même et de la force, vous pouvez derrière, après cette séance-là, faire de l'hypertrophie parce que la séance pour travailler la force, la puissance, et cetera, ça n'aura pas, vraiment fatigué vos muscles, vu le faible volume, lié, au faible nombre de répétitions, au faible nombre de séries et au grand temps de pause. Mais vous ne pouvez pas le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous faites votre séance d'hypertrophie où vous allez fatiguer énormément vos muscles, bah ça risque de nuire à vos performances, hem, lorsque vous allez faire votre séance de force et vous enchaînez derrière. Donc vous faites la force en premier, l'hypertrophie derrière. Le seul truc que vous pouvez éventuellement, pardon, faire avant de faire de la force ou de la puissance ou de la vitesse, c'est, par exemple, de faire de l'endurance longue durée, en, endurance fondamentale. Donc c'est-à-dire en respirant entièrement par le nez, donc de la course à pied où vous allez courir extrêmement lentement. Voilà, par exemple, moi quand je force vraiment et quand j'essaie d'aller vite, je cours, en gros à 11 km/h, 10,5-11 km/h. Si je fais de l'endurance fondamentale, donc 10,5-11 km/h, ça fait, 5 minutes 45, 5 minutes 30 par kilomètre. Si je fais de l'endurance fondamentale, je vais passer sur du 6 minutes, ouais, du 6 minutes 30 et je vais aller jusqu'à du 7 minutes 30. Il y a certains kilomètres où je vais mettre 7 minutes 30 et si en plus il y a de la montée sur le parcours, ça va peut-être monter jusqu'à 8 minutes. Donc
éventuellement, avant de faire votre, séance pour la force, la vitesse ou la puissance, vous pouvez faire de l'endurance, longue durée, mais encore une fois en faisant un type d'endurance longue durée, qui ne va absolument pas, vous fatiguer physiquement, c'est-à-dire en courant, très peu vite et en respirant entièrement par le nez, ou en faisant du vélo ou de la nage de manière extrêmement, lente et de manière à ce que, ça ne fatigue pas vos muscles, excessivement parce que sinon encore une fois ça va nuire à vos performances, pour la force, la puissance et donc vous allez pas avoir, enfin vous allez pas remplir vos objectifs ou en tout cas vous allez mettre beaucoup plus longtemps, à accomplir cet objectif. Donc il vaut mieux les faire en début de séance. La troisième variable, modifiable, ça va concerner le volume des exercices. Donc, par séance, on va être entre 3 et 20 séries. Donc là, on est toujours dans le cas de la force, la puissance ou la vitesse. 20, c'est un cas quand même qui est très spécial. 3 à 5 séries, c'est très bien et je vous renvoie encore une fois à l'épisode précédent où nous avons, présenté la méthode des 3 à 5. Vous pouvez aller un peu au-dessus de ces 3 à 5 en termes de série. Il n'y a pas vraiment d'obligation. Voilà, la méthode des 3 à 5, c'est vraiment une méthode assez générale. Après, vous adaptez et vous voyez ce qui vous permet de faire. Voilà, si vous voulez aller plutôt vite ou si vous voulez travailler un peu plus et pendant un peu plus longtemps, voilà, vous pouvez rajouter quelques séries en plus. Si vous cherchez à optimiser purement votre force, votre vitesse ou votre puissance, eh bien, vos séances ne seront constituées que de ça. C'est-à-dire vous ne faites que ça pendant vos séances, et vous n'allez pas aller derrière faire de l'hypertrophie, et cetera. Si vous voulez améliorer votre force tout en améliorant d'autres paramètres, vous pouvez enchaîner avec d'autres types d'exercices après vos séries, pour la force, la vitesse ou la puissance, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en sachant que vous allez perdre en gros 5% de vos gains comparé à si vous ne faisiez que les séries pour développer votre force, votre vitesse ou votre puissance, en plus de potentiellement compromettre un peu votre récupération. Pour ce qui est de l'intensité, nous en avons déjà discuté. Vous devez bouger le plus vite possible tout en contrôlant parfaitement le mouvement pour éviter de vous blesser, bien sûr. Pour la force, la vitesse, la puissance, le but, c'est sur la phase, excentrique, même si on a dit tout à l'heure, qu'il y avait pas vraiment de distinction entre, excentrique, concentrique, mais vraiment, il y a peut-être sur la phase excentrique quand même, essayer de, vraiment mettre de la vitesse, d'avoir une accélération, assez importante sur cette phase-là et pour en revenir à un point, c'est que, voilà, on a dit si vous cherchez purement à faire votre force, vous pouvez faire que ça, et si vous voulez améliorer d'autres paramètres. La chose, en fait, oui, vous allez perdre 5 à peu près de vos gains si vous faites autre chose, si vous ne travaillez pas que ça. Mais comme on en a parlé dans le tout premier épisode de cette série, sur la santé physique, il y a 9 adaptations au total, que vous pouvez déclencher et ces 9 adaptations, il faut bien évidemment les avoir, dans des quantités chacune suffisantes. Sinon vous allez, ben, avoir des problèmes. Si vous faites que de l'endurance, vous risquez de pas avoir assez de masse musculaire et ça peut vous causer des gros problèmes et cetera. Bref et inversement, si vous faites que de la salle et pas d'endurance. Hem Donc, ce qui est important, c'est de savoir que si vous voulez vraiment spécifiquement améliorer juste votre force, vous allez vous engager donc dans un programme qui risque de durer, donc, comme on l'a dit, entre 10 et 12 semaines. Donc, en gros, qui va durer un trimestre. Et ça veut dire que pendant un trimestre, vous allez travailler que ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas travailler les autres adaptations. Donc, c'est pour ça que pour certaines personnes, notamment les athlètes professionnels, mais aussi pour d'autres, bah, ça peut être
très intéressant de faire ça parce que vous avez vraiment besoin de travailler la force, vous allez optimiser un maximum votre travail de force. Mais pour des personnes, un peu plus lambda qui simplement ont besoin de travailler un peu leur force, mais qui en même temps n'ont pas forcément envie de perdre dans les autres catégories, que ce soit l'endurance, l'hypertrophie et cetera, et bien, ça va être quand même assez intéressant de faire d'autres choses, quand même. Même si vous allez perdre un peu de gains, ça va vous permettre quand même de rester à des niveaux stables dans les autres adaptations et pas à devoir ensuite repasser un trimestre complet à cibler telle adaptation et à faire ça à chaque fois, 4 fois dans l'année et puis le faire, sur plusieurs années et cetera. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous vous concentrez uniquement sur une adaptation, vous risquez de mettre en péril, en fait, toutes les autres adaptations dans lesquelles soit vous allez régresser dans le pire des cas, mais en tout cas vous ne vous améliorerez pas et vous resterez à un niveau, plutôt, stagnant. Voire, comme j'ai dit, voilà, vous allez régresser. Donc, c'est à prendre en considération, et bien sûr, c'est vous qui décidez. Avant-dernière, avant-dernière variable modifiable, c'est la fréquence. Donc, la fréquence va dépendre de votre récupération, de la récupération de vos muscles et de votre système nerveux aussi. Pour la force, et si vous y allez vraiment fort, il vous faudra probablement 1 ou 2 jours de repos entre vos séances. Pour la vitesse et la puissance en revanche, vous pouvez en général le faire tous les jours et même plusieurs fois par jour si, vous faites la méthode des 3 à 5, et tant que le volume reste donc assez faible. La seule exception serait pour le travail de la vitesse maximale de sprint, car il faut faire attention aux ischio-jambiers, en particulier si vous êtes rapide, puisque c'est un effort qui va être, très, très violent et qui va, énormément solliciter ces ischio-jambiers. Donc ça, c'est le petit point, sur lequel il faut faire attention, hein. Vous l'avez souvent vu, si vous regardez un peu de l'athlétisme, si vous regardez des 100, 200, 400 mètres, il y a un certain nombre d'athlètes, professionnels qui se claquent, sur ce genre d'effort et c'est pas anodin, c'est parce que c'est un effort qui est extrêmement violent, et donc si vous avez pas suffisamment, récupéré, ça peut justement claquer et faire des dégâts et voilà, on n'a pas forcément envie, de se blesser, parce que c'est pas agréable et que ça va vous retarder, dans vos objectifs. Mais voilà, par exemple, si vous faites simplement de la puissance ou de la vitesse, en fait, le volume va tellement être faible que vous pourrez limite faire une séance le matin, une séance l'après-midi, hem et vous pourrez surtout, contrairement à l'hypertrophie et on y viendra, contrairement à l'hypertrophie, vous allez pouvoir travailler, et faire exactement la même séance, travailler les mêmes groupes de muscles et cetera, donc faire exactement la même séance, 2 jours d'affilée, ou même 5 jours d'affilée si, si c'est comme ça que vous avez envie de faire. Donc sur ça, il y aura, pas de problème. La dernière, variable modifiable, ça va être la progression. Donc, au final, c'est la question: comment faire évoluer ces séances au cours du temps? Pour répondre à cette question, eh bien, c'est simple, il faut une augmentation de 3 à 5 de l'intensité par semaine et de 5 de volume par semaine, pour au maximum 8 semaines. Là, encore une fois, je rappelle, qu'on ne parle que de force, de vitesse et de puissance. Donc, pour la force, la vitesse et la puissance, chaque semaine, il faut essayer d'augmenter l'intensité de 3 à 5 Alors, je sais que c'est très compliqué. Enfin, voilà, il faudrait certainement des capteurs, et je sais que pas tout le monde en a, je n'en ai pas personnellement. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à quantifier, est-ce que vous augmentez vraiment l'intensité? De toute façon, voilà, le but, ça va être vraiment d'y aller fort, d'y aller le plus fort que vous puissiez chaque semaine, chaque séance, en toute sécurité, sans vous blesser et cetera, comme d'habitude. Et puis en termes de volume, ça par contre, c'est plus facile à quantifier. Voilà, donc plus 5 chaque semaine et vous faites ça pendant maximum 8 semaines. Hem
Donc plus 5% chaque semaine, ça peut être 5% de répétition en plus chaque semaine sur un exercice, ou ça peut être plus 5% de charge sur un exercice. Bien sûr, alors si vous faites la méthode des 3-5, généralement donc ça va être plutôt, faire un plus 5% sur la masse, sur la charge de travail, plutôt qu'un, plus 5% sur le nombre de répétitions parce que vous allez être, assez, assez rapidement, limité de ce point de vue-là si vous en avez 5 à faire maximum. Donc vous faites ça pendant, 8 semaines consécutives au maximal. Hem Mais de manière plus réaliste, vous pouvez faire ça pendant 5 semaines consécutives avec une décharge sur la semaine suivante, hein, donc la semaine 6, pour permettre la récupération et éviter la surutilisation musculaire. Euh, donc, voilà, encore une fois, chacun s'adapte, chacun voit comment son corps répond. Peut-être que vous allez pouvoir faire ce genre de séance pendant 8 semaines consécutives et ensuite vous ferez une semaine de décharge en semaine 9 sans aucun problème. Et pour d'autres, voilà, ce sera beaucoup plus compliqué de faire ça. Donc, si au bout de 5 semaines ou même de 4 semaines ou de 6 semaines, vous sentez que ça va être compliqué la semaine prochaine, d'avoir d'augmenter justement l'intensité et le volume, sans, vous blesser ou quoi, eh bien, vous prenez une semaine où vous faites une décharge. Donc, on a déjà parlé de comment faire des décharges concrètement, dans le dernier épisode. Mais en gros, faire une décharge, ça consiste à utiliser, globalement, la moitié, voire moins de la charge de travail habituelle et faire la moitié, voire moins de séries et de répétitions par série, que par rapport, à vos séances, normales, où vous y alliez, à 100. Donc voilà, ça c'était pour, la progression et pour, eh bien, les, variables modifiables. Un point important, c'est de ne pas s'étirer entre les séries, ni même avant une séance, quand l'objectif recherché est la force, la puissance ou la vitesse, car il a été montré dans de nombreuses études que cela réduisait la production justement de force, de vitesse et de puissance chez les participants, qui s'étiraient pendant ou avant une séance. En revanche, les étirements n'ont pas d'impact pour l'hypertrophie musculaire. Donc ça veut dire que si vous vous étirez entre les séries ou avant de faire votre séance, eh bien ça n'aura pas d'impact sur vos gains en hypertrophie musculaire. Mais ça peut avoir, ça a donc un impact et cet impact est négatif, si votre but, c'est la force, la puissance ou la vitesse. Donc il faut faire attention à ça et je pense qu'on reparlera, d'étirements dans l'épisode qui concernera la récupération, dans le ou les épisodes qui concernera la récupération. Mais donc, évitez les étirements si votre but c'est de faire de la force, de la puissance ou de la vitesse, évitez absolument de faire des étirements entre les séries ou avant vos séries. On va voir 2 types de séances tout de suite fonctionnant bien pour la force, pour des personnes de niveau intermédiaire, donc c'est-à-dire pour des personnes qui ont 1 an et plus de pratique régulière à la salle. Le premier type de séance, c'est d'avoir une surcharge excentrique, donc en anglais eccentric overload. En général, nous sommes plus forts sur la phase excentrique des mouvements. Donc là, on va exploiter cette force. Donc ici, on se concentre uniquement sur cette phase, mais il faut impérativement avoir un ou deux partenaires avec vous, évidemment. Par exemple, pour un développé couché, vous chargez plus que votre one rep max et vous ne faites que la phase excentrique en contrôlant le plus possible. Et une fois arrivé en bas, vos partenaires ramènent la barre sur le banc. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens avec vous. Parce que sinon, ça va être très chiant si vous faites un développé couché, par exemple, 100 personnes, comme moi je le fais.
étant donné que c'est un exercice qui est très dangereux si vous allez jusqu'à l'échec, eh bien, par exemple, quand je le fais moi à la salle, eh bien, je ne mets pas les cales pour les poids, ce qui fait que s'il y a un moment où j'arrive plus à remonter la barre, eh ben, j'incline la barre d'un côté ou de l'autre et les poids vont aller tomber par terre pour me libérer et empêcher que la barre vienne me couper la respiration et me tuer. Sauf que là, vous allez tellement charger et cetera que ça va être galère si vous devez à chaque fois ramasser toutes les plaques que vous aurez mises, par terre, les remettre et tout. En plus de faire un vacarme fou, de risquer d'endommager la salle de sport dans laquelle vous êtes parce que le sol, nous c'est enfin là où je suis, c'est une sorte de moquette donc ça va si on fait tomber des poids dessus et puis je charge pas trop pour l'instant. Mais si le sol, c'est pas une sorte de moquette et que vous faites tomber un poids et que ça peut casser, endommager le sol et cetera, c'est pas ouf. Bref, vous avez pas envie de casser le matériel qui vous est mis à disposition. Donc on fait attention et si on fait ça, cette surcharge excentrique et ben, ce qu'il faut faire évidemment, c'est d'avoir au moins une personne avec vous et peut-être 2 pour soulever la barre. Parce que vous allez juste descendre la barre en contrôlant le plus possible, heu et le plus lentement possible. Vous allez juste la concentrer, enfin la descendre comme ça, pardon et vos partenaires, eux, ils vont la remonter. C'est à eux, de remonter la barre et de la mettre au bon endroit. Donc ça, c'était le premier type de pratique pour la force. Le deuxième, ça s'appelle les, séries en cluster, donc cluster sets en anglais. Donc concrètement, c'est faire une répétition, une pause de 5 à 20 secondes, dans laquelle vous pouvez par exemple secouer vos bras, vos jambes, hein. Par exemple, si vous faites, bah, encore une fois du développé couché, voilà, vous posez la barre et puis vous faites pendre, vos bras à côté de votre corps et vous allez, faire trembler, un peu vos bras, voilà, les secouer un peu. Ça peut se faire donc pendant 5 à 20 secondes, vous faites ça, vous faites une répétition ensuite, puis vous faites une petite pause de 5 à 20 secondes, puis une répétition, puis une pause, et cetera. Donc ça marche très bien pour des mouvements composés, par exemple comme un squat ou comme les deadlifts. Un peu moins pour les exercices sur des bancs comme le développé couché, heu, parce que en fait, c'est pas pratique de devoir remettre la barre en haut à chaque fois, puis de la reprendre, et cetera. Donc bien que je vous ai donné cet exemple, c'est vrai que dans la pratique, c'est pas pratique, justement. Un squat, c'est quand même beaucoup plus simple, si vous le faites avec soit la machine, soit avec la barre, libre. C'est quand même beaucoup plus simple parce que dans tous les cas, le squat, vous êtes obligé de revenir en position, haute, et vous allez poser naturellement la barre, sans trop de problèmes derrière vous. Pour la reprendre, ça demande pas un effort, énorme. Le deadlift, c'est pareil, la barre, elle est directement au sol de toute façon. Donc voilà pour ça. Hem et ce type de série donc en cluster, ça développe la force, la puissance et même un peu l'hypertrophie, pour ceux qui le souhaitent. C'est une technique qui est, notamment couramment utilisée par les, powerlifters. Hem, donc c'est voilà, de charger assez lourd. On fait, en gros, vous chargez, pas loin de votre one rep max et peut-être même jusqu'à votre one rep max. Ou peut-être voilà, parce qu'au-dessus, ça va être compliqué, donc forcément, mais vous faites, votre one rep max, peut-être un tout petit peu en dessous, on va dire 95 de votre one rep max. Vous faites une répétition la plus propre, la mieux possible, vous posez, vous vous reposez pendant 5-20 secondes et ensuite vous repartez, vous faites ça, vous faites une série comme ça, de répétitions. Voilà, alors vous pouvez faire, voilà, entre, 3 et 5 répétitions. Ça peut être assez intéressant de faire de cette manière. Vous pouvez en faire, un peu plus et cetera. C'est, un peu vous qui décidez.
Vous pouvez aussi, utiliser des élastiques avec des haltères et avec, des barres pour créer encore plus de résistance à la montée, pour développer votre force notamment. Ça peut être une technique, assez intéressante d'utiliser donc des élastiques, qui vont, à la descente pas faire grand-chose, mais à la remontée, ça va vous opposer une résistance supplémentaire, qui va vous permettre de développer, votre force. Maintenant, attention, parce que vous pouvez très bien faire, 1, ou 2 répétitions et avoir des bénéfices souhaités pour votre force, votre vitesse et votre puissance. En faire, plus de 5 en revanche n'est pas une très bonne idée en général pour cet objectif-là. Donc, pour les clusters 7, voilà, maximum 5 répétitions et puis, minimum, ouais, 2 répétitions. Alors 1 ou 2 répétitions, là, ce serait vraiment, avec une charge extrêmement proche, voire la charge de votre one rep max, hein, de votre maximum sur une répétition. Et voilà, chez certaines personnes, il faudra faire 5 répétitions pour avoir des bénéfices et chez une autre, pour avoir les mêmes bénéfices, il ne lui faudra que 1, 2 ou 3 répétitions. Bref, chacun doit tester, hein, c'est dans la vie, il y a jamais, quelque chose qui marche pour tout le monde. Il y a jamais une taille unique, donc c'est, à vous de tester, à vous d'expérimenter, de voir comment, est-ce que votre corps répond aux sollicitations que vous lui donnez, et quelles adaptations justement, votre corps va faire de ce point de vue-là. Donc ça c'était pour la force, la puissance et la vitesse. Donc c'est, un beau programme déjà. On va maintenant passer à l'hypertrophie puisque donc ces 2 épisodes, se concentraient donc sur la force et l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, elle est plus facile à développer et il y a plus de méthodes différentes qui fonctionnent. Elles sont moins spécifiques, que pour la force, la vitesse ou la puissance. Hem Toutes les données qui vont être fournies dans la suite de cet épisode, et dont nous disposons actuellement, viennent d'études faites avec des personnes novices ou intermédiaires, c'est-à-dire des personnes ayant entre 0 et 10 ans de pratique, régulière, à la salle de musculation. Heu et pour les personnes qui sont avancées, dans ce domaine, c'est-à-dire qui ont plus de 10 ans de pratique, eh bien, nous n'avons pas encore suffisamment de données. On n'a pas encore les données, nécessaires, suffisantes de ce point de vue-là. Les études, voilà, vont commencer de plus en plus à arriver, mais ça prend du temps et voilà, on va voir. Donc l'hypertrophie, elle peut être atteinte avec, différentes méthodes d'entraînement, que ce soit, une haute fréquence avec un volume, faible, et une intensité faible, aussi, ou que ce soit l'inverse. Et si vous avez une, haute fréquence, hem, avec un volume et une intensité faible, eh bien, dans ce cas-là, il faut faire en sorte de ne pas y aller trop fort pour pouvoir maintenir justement la fréquence. Hem Et si vous faites une fréquence faible, mais avec un volume et une intensité qui sont élevés, dans ce cas-là, il faut faire en sorte que l'entraînement soit suffisamment dur et intense. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est bien sûr d'avoir une fréquence faible ainsi qu'un volume et une intensité qui soient faibles eux aussi. L'avantage, c'est que pour vous construire un programme qui vous aille pour développer, votre hypertrophie musculaire, c'est assez simple. Il faut juste au moins une de ces 3 variables: la fréquence, le volume ou l'intensité et la dégradation musculaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas nécessaire de casser les fibres musculaires pour engendrer la croissance de nos muscles. Bien sûr, il faut, aussi faire le travail nécessaire de manière assidue afin d'obtenir les résultats escomptés.
Donc, on va passer maintenant pour l'hypertrophie. On va faire la même chose que l'on vient de faire pour la force et qui va donc concerner les variables modifiables. Donc, pour la première variable modifiable, le choix des exercices, vous pouvez choisir par groupe de muscles, mais partir sur les mouvements comme pour la force, la puissance ou la vitesse dont on a parlé. Donc partir sur les mouvements, ça s'avère tout autant efficace. Cela dépend de vos préférences personnelles. Tant que le volume sur le muscle que vous travaillez est équilibré au cours de la semaine, bah on est bon et nous verrons un peu plus tard en détail le volume à viser par groupe de muscles par semaine. De plus, il semble qu'il est très intéressant d'avoir une combinaison d'exercices bilatéraux, c'est-à-dire d'exercices utilisant les membres de gauche et de droite, par exemple des squats, par exemple des rowing avec une barre, mais aussi donc dans cette combinaison d'avoir des exercices unilatéraux, c'est-à-dire des exercices qui n'utilisent que le membre de droite ou que le membre de gauche, par exemple des pistol squats, par exemple des extensions au sol, des extensions triceps au sol où vous allez avec un bras, dans un bras avoir un haltère, vous mettez votre bras à 90 degrés par rapport à votre... Donc vous mettrez le bras, hein, là où il y a le biceps et le triceps, vous le mettez à 90 degrés par rapport à votre tronc. Et puis, vous avez donc votre avant-bras qui va monter, qui va tendre votre bras, puis redescendre à 90 degrés, voire moins, et puis et cetera. Et vous faites ça. Si vous avez rien compris, vous pouvez aller chercher. Je pense qu'il y a plein de vidéos. J'ai dû le voir dans une vidéo de Thibaut InShape sur des exercices pour les triceps. Donc extension au sol pour les triceps. Et puis sur la chaîne, il y a aussi disponible des séances de musculation et c'est donc sur la séance 3, séance numéro 3 du programme que je fais où il y a des extensions triceps et il faut aller chercher ça à la fin, vers la fin de la séance parce que c'est l'avant-dernier exercice que je fais généralement dans la séance. Bref, il vous faut des exercices bilatéraux, des exercices unilatéraux pour être sûr de réduire les déséquilibres au plus vous progressez dans les mois et les années d'entraînement. Et puis, on en reparlera certainement, mais un autre type d'exercice qui peut être très intéressant, hem et ça s'inscrit aussi dans cette catégorie un peu de bilatéraux et unilatéraux, c'est de faire des exercices isométriques, c'est-à-dire des exercices comme la planche, la chaise, des planches latérales, tenir à une barre peut-être, voilà. Et ces exercices-là, ça va travailler donc ça va vous permettre de travailler vos muscles, ça va travailler un peu aussi votre endurance musculaire, mais ça peut aussi générer de l'hypertrophie. Et c'est aussi important, voilà, de faire donc ces mouvements-là et pas juste enfin justement, il n'y a pas de mouvement sur un exercice isométrique, et donc c'est ça qui peut être, aussi intéressant. Voilà, hem on voit un petit point avant de passer à la variable modifiable suivante, c'est l'hypertrophie et l'équilibre du développement musculaire. Si vous vous rendez compte, par exemple, que vos quadriceps sont très faciles à faire grossir comparé à d'autres groupes de muscles, vous pouvez très bien faire beaucoup moins de volume pour vos quadriceps que pour vos ischios, par exemple, afin d'avoir des jambes bien développées et avec une belle esthétique. Cependant, malgré les dons génétiques dont vous pouvez disposer pour certains groupes de muscles, il est tout de même nécessaire de les travailler un minimum chaque semaine, hein, 2 ou 3 séries en allant jusqu'à l'échec ou proche de l'échec. Et il ne faut pas négliger cette partie de votre corps, simplement faire moins de volume que sur les autres parties. Euh, voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, une prochaine variable modifiable, l'ordre des exercices. Donc ici, c'est une préférence personnelle, clairement. Il n'y a pas vraiment de règle d'or comme pour la force, la vitesse ou la puissance. C'est vous qui décidez. En termes de volume, pour la prochaine variable modifiable, en termes de volume, eh bien, il faut 10 séries par groupe de muscles par semaine au minimum pour se maintenir.
10 séries par groupe de muscles par semaine, c'est assez simple à atteindre, sincèrement. Mais idéalement, il faudrait faire entre 15 et 20 séries, et même, pourquoi pas, jusqu'à 25 séries par semaine par groupe de muscles. Certains pourraient se demander, et à juste titre, s'il faut que ces séries constituent une sollicitation directe du muscle ou si une sollicitation indirecte marche aussi. Par exemple, pour les biceps, vous pouvez faire des curls avec des haltères ou avec une barre. euh, et vous pouvez aussi faire des tractions supination. Sur les tractions supination, le muscle principal ciblé, ce sont les dorsaux. Et les muscles secondaires qui sont ciblés, bah, les biceps. Donc dans ce cas, pour de nombreuses personnes, eh bien, elles arrivent à bien travailler leurs biceps avec cet exercice, avec ces tractions supination. Pour le savoir, hein, il suffit d'écouter vos sensations euh, et vous poser la question, sentez-vous la tension dans le muscle au cours de l'exercice et entre les séries? Auquel cas, si la réponse est oui, il y a de fortes chances pour que le muscle soit bien ciblé et travaillé avec cet exercice. En termes de fréquence, j'ai beaucoup de choses à dire sur la fréquence. La science nous dit qu'il n'y a pas trop d'importance tant que le volume est fait chaque semaine. En termes pratiques, cependant, il semble que pour la plupart des personnes, pour ceux qui ne sont pas des bodybuilders professionnels, ou des bodybuilders tout court d'ailleurs, eh bien, il vaut mieux éviter d'entraîner une partie du corps chaque lundi, par exemple, du style, chaque lundi, vous faites votre séance dos biceps, chaque mercredi, vous faites votre séance pec triceps, chaque vendredi, vous faites votre séance jambes, et puis vous faites un autre truc, peut-être le week-end. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut éviter si vous n'êtes pas bodybuilder, car si ce jour précis, vous avez un empêchement, ce qui est fort probable si vous avez un métier et si vous avez une famille avec des enfants, ou même si simplement vous avez un problème de transport, hem ou n'importe quoi d'autre, eh bien, ça veut dire que, eh bien, ce jour-là, vous n'allez pas travailler ces 2 groupes de muscles jusqu'au lundi suivant, ce qui est absolument terrible pour vos gains. Et oui, parce que, voilà, la plupart des gens, ne peuvent aller, à la salle que, bah, on va dire, 3-4 fois par semaine. Donc si vous avez des jours spécifiques pour des groupes de muscles et que vous ratez ce jour, ça veut dire que vous allez devoir attendre la semaine d'après, ce qui risque, d'entraver grandement vos gains, en termes d'hypertrophie, et puis, si vous ratez, trop souvent, bah, ça peut même, jouer sur le maintien musculaire. Vous allez peut-être même perdre du muscle carrément, vous allez pas réussir à maintenir votre masse musculaire parce que vous ne travaillerez jamais ces trucs. Donc ça, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle il faut faire très important. Donc le mieux, c'est de faire 3 ou 4 séances au moins par semaine, avec 2 séances où vous allez faire le corps entier, voire 3 séances si vous faites 4 séances par semaine. Vous allez faire 2 séances où vous allez faire le corps entier et 2 séances où vous pouvez travailler un ou plusieurs groupes de muscles de manière plus spécifique. Euh, Ce n'est pas ce qui est nécessairement optimal, hein, pour l'hypertrophie musculaire, mais encore une fois, si votre but n'est pas d'être un bodybuilder, alors ce sera amplement suffisant, et c'est ce qui s'adapte le mieux en général aux défis de la vie de tous les jours chez la plupart des personnes. Heu, Par exemple, si vous allez voir les séances 1, séance 2, séance 3 et séances spécifiques, que j'ai pu, publier sur ma chaîne, alors allez voir les dernières vidéos qui sont sorties, elles sont beaucoup moins longues que les premières où il y a toute la séance. Concrètement, je fais 4 séances par semaine, j'essaye en tout cas de faire 4 séances par semaine le plus souvent possible. Sur ces 4 séances, il y a 3 séances où je fais le corps entier, et 1 séance, pardon, où je fais du spécifique et où je vais aller travailler des groupes de muscles qui ont, un peu moins travaillé, où j'ai pas assez ciblé dans la semaine. Donc en général, mes séances, elles sont composées d'un exercice pour les jambes, d'un exercice pour les abdos, d'un exercice, pour les pectoraux
D'un exercice pour les biceps, d'un exercice pour les triceps, d'un exercice pour les dorsaux, pour le dos en général, et puis un exercice qui va être d'une séance à l'autre, soit pour les épaules, soit pour la nuque. Donc par exemple sur les séances 1 et 3, j'ai des exercices pour les épaules, et séance 2 et séance spécifique, du coup, j'ai mis des exercices pour la nuque, hein. Dans la séance spécifique, j'ai mis un exercice pour la nuque, pour pouvoir la travailler, encore et atteindre mes, entre 10 et 15 séries, par semaine. Et puis dans ma séance spécifique, je fais aussi les mollets parce que les mollets, je les ai pas, fait en tout cas, je les ai pas isolés dans mes 3 exercices que je peux faire pour les jambes sur les 3 séances d'avant. Et les mollets, pour moi, c'est, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Dans mon cas, les mollets, génétiquement, ça va, j'ai pas de problème pour les développer, en fait. Donc je fais seulement, 3 séries à chaque fois. Je fais une série d'échauffement et 3 séries de 2 ou 3 séries de travail, ça dépend, sur les mollets, parce que j'ai pas besoin de les développer, outre mesure. Mais je continue donc tout de même de les travailler parce que c'est hyper important de les travailler. En général, dans cette séance spécifique, donc comme j'ai dit, je fais la nuque aussi et puis je fais aussi, les trapèzes et je fais en général, une série pardon, d'échauffement et 8 séries de travail à peu près pour les trapèzes, parce que les trapèzes auront été, plutôt, négligés sur les 3 premières séances. Il y a que avec la séance numéro 3, du vendredi en général, parce que je fais mes séances lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Il y a que sur cette séance du vendredi où en faisant le reverse fly, incliné sur le banc, et bien, en faisant ça, on travaille un peu les trapèzes et c'est pour ça que du coup, je fais quand même 8 séries pour être sûr d'être à peu près aux 10, voire, aux 15, parce que les reverse fly, en fait, ça travaille principalement, l'arrière des deltoïdes, hein, les deltoïdes postérieurs, mais ça travaille indirectement, et c'est ce dont on parlait avec les tractions supination, hem, ça travaille indirectement donc les, les trapèzes et c'est pour ça que je fais comme ça. Si vous faites que 3 séances par semaine, bah, vous allez faire 2 séances corps entier et vous allez faire une séance peut-être plus spécifique justement pour cibler certains groupes de muscles que vous voulez travailler et qui n'auront pas été, travaillés. Vous voyez encore une fois vous adapter votre programme, ça va être purement, personnel. Là, je vous ai juste donné, un exemple avec ce que je peux faire, chaque semaine. En revanche, ce n'est pas parce que vous faites 2 à 3 séances pour le corps entier que vous êtes obligé de faire les 3 mêmes séances, bien sûr. Vous pouvez très bien faire des exercices différents tant que vous ciblez tous les, groupes de muscles principaux. Par exemple, pour les jambes, vous pouvez faire des squats à la séance 1, des deadlifts à la séance 2 et des pistol squats à la séance 3 en faisant entre 5 et 6 séries, de chaque exercice et en essayant d'aller très proche de l'échec sur toutes les séries et peut-être jusqu'à l'échec pour la dernière série à chaque fois, si vous en avez envie encore une fois. Si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à l'échec, bah, il y a absolument aucun problème. Il ne semble pas non plus, qu'il y ait un avantage à entraîner le même groupe de muscles 2 jours d'affilée et il vaut mieux attendre au moins 48 heures avant d'entraîner à nouveau, le groupe de muscles en question, hein, comme le font les bodybuilders en général. C'est ce qui change, grandement par rapport à ce qu'on peut faire, et à ce dont on a discuté en début, d'épisode, par rapport à la force, la puissance et la vitesse, pardon. En revanche, il semble aussi, qu'il vaut mieux éviter d'entraîner chaque groupe de muscles une seule fois par semaine, car soit cela implique qu'il faut, y aller tellement fort que la douleur provoquée par les courbatures les jours suivants sera presque insoutenable et donc démoralisante, ou alors il faut réussir à faire entre
15 et 20 séries, propres, en une seule séance, ce qui est pas impossible, mais c'est très compliqué à faire vu le nombre de groupes de muscles qu'il faut travailler chaque semaine et vu les emplois du temps que la plupart d'entre nous avons. On n'a pas forcément le temps de passer 3 heures à la salle tous les jours. Donc travailler chaque groupe de muscles 2 à 3 fois par semaine semble bien plus approprié et réalisable plus facilement, bien que les résultats soient, similaires, hein, bien sûr, d'après la science. Donc vous faites tout de même la méthode que vous voulez. La dernière variable, modifiable, c'est la progression. Alors la progression, c'est pas forcément synonyme d'augmentation de la charge de travail, bien que vous puissiez le faire. Ça peut aussi passer par changer la vitesse d'exécution des mouvements, faire plus de volume, en augmentant les séries, les exercices, le nombre d'exercices, le nombre de séries, enfin le nombre d'exercices, nombre de répétitions plutôt. En plus, bien sûr, de cocher les cases pour les autres choses nécessaires, mais pas suffisantes à faire, telles que le sommeil, la nutrition et la gestion du stress, notamment l'hypertrophie. Vous le savez, le but c'est de développer vos muscles. Si vous voulez développer vos muscles d'une manière assez optimale, on va pas dire optimale parce que si vous faites optimal, vous allez faire comme les bodybuilders et vous allez avoir des séances très spécifiques. Mais si vous voulez être assez efficace tout de même, il faut bien dormir, c'est-à-dire entre 7 et 9 heures, ça dépend de vos besoins. En étant bien sûr aligné sur votre chronotype. Ça va être manger les choses appropriées pour que votre corps soit en mesure d'utiliser ces choses-là, soit comme source d'énergie pour vos séances, soit comme source, vous permettant de réparer et de faire, grossir vos muscles. Et puis bien sûr la gestion du stress parce que le stress, si il est, chroniquement présent, bah, ça risque de dérégler un peu tout et bah, votre corps, il aura pas forcément envie de faire grossir vos muscles. Si vous êtes constamment, stressé, il aura peut-être, d'autres préoccupations. Une des choses qui impacte aussi votre capacité à pouvoir, contracter, hem, un muscle efficacement, c'est la variété de sports que vous avez pratiqués durant votre enfance. Donc, si, vous êtes encore très jeune ou que vous êtes parent, il faut faire en sorte que votre enfant ne se contente pas de faire un seul sport. Il faut qu'il puisse se diversifier. Voilà, votre gosse, il faut qu'il puisse faire, ou si vous êtes encore assez jeune, voilà, il faut pas se cantonner à juste faire du basket. Voilà, faire du basket, c'est très bien, mais vous courez que sur une seule surface. Voilà, donc il peut être intéressant d'aller faire aussi, du foot ou du rugby, ou tout autre sport qui peut se jouer sur un stade, parce que c'est un type de surface complètement différent. Mais vous pouvez faire aussi de l'athlétisme, hem, avec, des sports tels que, voilà, des lancers de poids, de javelot, du saut à la perche, du saut de haie et cetera. Toute cette variété, en fait, et c'est là où, bien que le système scolaire, soit très critiquable, c'est là où quand même il est assez intéressant parce que à l'école, vous allez pouvoir pratiquer, et on a la chance du coup que ce soit, une école publique et gratuite, on va pouvoir pratiquer, une tonne de sports différents et ça, c'est très important. Voilà, faire du vélo aussi et cetera. Bref, faire un max de sports différents, hem, durant son enfance, à moins que, bien sûr, vous avez pour projet, de créer la nouvelle star dans un sport ou que vous êtes vous-même un enfant qui rêve de devenir professionnel dans un sport. Auquel cas, bien sûr, vous n'allez pas trop vous diversifier et vous allez surtout vous focus sur ce sport-là. Mais si c'est pas votre cas, si vous êtes plutôt, destiné à autre chose qu'à devenir un athlète professionnel, eh ben, pourquoi pas faire un max de sport, un max de sports, différents, ce qui permettra à votre gosse ou vous permettra si vous êtes, encore un enfant, de pouvoir, eh bien, favoriser l'hypertrophie musculaire avec, une meilleure, contraction des différents muscles parce que en faisant des sports variés, vous allez contracter les muscles à chaque fois d'une manière différente.
On va voir le nombre de répétitions par série que vous pouvez faire. Concrètement, si vous pouvez maintenir 15-20 séries par semaine, par groupe de muscles, sur 8 semaines au moins, sans avoir à faire moins de volume ou à diminuer la charge de travail à un moment donné, bah vous êtes très bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous faites trop de volume. Et si vous ne constatez aucune réelle adaptation, aucun changement physique, c'est sans doute que vous ne faites pas assez de volume. Et si vous avez atteint un plateau de performance, il faut peut-être modifier la charge de travail en l'augmentant ou en augmentant le volume, en faisant des séries avec plus de répétitions et donc moins de fatigue musculaire. La fourchette de répétition pour l'hypertrophie va se situer entre 30 et 40 répétitions par série. Attention tout de même, premièrement, on suppose que vous êtes proche de l'échec à la fin de chaque série, c'est-à-dire -2 ou -3 répétitions avant l'échec. Pour les athlètes avancés, donc ça c'est le deuxième point, pour les athlètes avancés, il faut chercher à aller jusqu'à l'échec plus souvent que pour les intermédiaires. Donc plus souvent, si vous ne le faites jamais, ça peut être d'y aller une fois à chaque fois à chaque série. Par exemple, vous faites 5 séries de développé couché, la dernière série, vous allez jusqu'à l'échec. Si vous avez l'habitude d'en faire un peu plus, bah, peut-être que les 2 dernières séries, vous allez aller jusqu'à l'échec et cetera. Pour les exercices performés jusqu'à l'échec, il vaut mieux quand même choisir ceux qui sont plus sûrs. Donc pour un développé couché, c'est peut-être pas optimal, à part si vous avez quelqu'un avec vous. Si vous êtes seul, le mieux c'est de faire peut-être un développé couché incliné, ce serait un peu moins dangereux, ou de faire des développés couchés avec des haltères, plutôt qu'avec une barre, par exemple. Donc voilà, il vaut mieux choisir des exercices qui sont plus sûrs, c'est-à-dire, par exemple, pas les squats avec la barre libre, sur vos épaules, mais plutôt les squats avec la barre qui est guidée et et que l'on peut accrocher de partout sur le mouvement, que vous soyez au début, au milieu ou à la fin. Ou faire des exercices sûrs comme, les extensions de quadriceps, des curls biceps et cetera. Une approche, peut-être d'aller jusqu'à l'échec sur les dernières séries donc de votre séance pour chaque groupe de muscles, c'est ce dont je vous parlais. Si vous voulez, de la force et de l'hypertrophie en même temps, idéalement vous faites entre 4 et 8 répétitions par série avec une charge et une intensité qui seront élevées. Si vous souhaitez simplement avoir de l'hypertrophie et limiter votre prise de force, parce que en soulevant des charges, vous allez généralement, en tout cas au début, c'est sûr, vous allez générer quand même un peu de force. Mais si vous voulez à 95%, voire 99% de l'hypertrophie par rapport à la force, eh bien, vous pouvez faire entre 8 et 15 répétitions, jusqu'à donc proche de l'échec comme d'habitude, à chaque série. C'est ce qui semble mieux. Il n'y a pas d'avantages, qui ont été trouvés, à faire plus de 15 répétitions. Et si vous voulez faire juste la force et peu d'hypertrophie, eh ben là, vous faites moins de 5 répétitions. Vous pouvez faire une, 2 ou 3 répétitions avec une grosse charge en faisant beaucoup de séries. Par exemple, vous faites 8 séries de 3 répétitions. Après, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 5 répétitions, si vous le souhaitez, mais on va dire pas plus de 5 quand même, hein. Comme pour l'hypertrophie, pas plus de 15. Pour ce qui est du temps de pause entre les séries, on a pu croire pendant longtemps que le mieux, c'était un temps de pause de 30 à 90 secondes pour optimiser l'hypertrophie musculaire. Mais il s'avère que de récentes études ont montré que des temps de pause plus longs, donc de l'ordre de 3 à 5 minutes, marchaient tout aussi bien que des temps de pause de 30 à 90 secondes. La seule mise en garde est que si vous faites des temps de pause qui sont longs, le défi métabolique est plus faible.
Par conséquent, vous devez soit augmenter les défis sur la tension mécanique, c'est-à-dire sur la charge de travail, soit sur la dégradation musculaire et donc sur le volume. Il semble quand même qu'il vaille mieux faire des temps de pause de 2 minutes maximum pour l'hypertrophie afin d'éviter pardon, d'avoir des séances excessivement longues et pour pouvoir faire plus de volume et aussi engendrer un signal assez fort dans vos muscles pour causer l'adaptation menant à l'hypertrophie musculaire. Donc, concrètement, ce que je viens de dire, c'est que vous pouvez faire 30 secondes ou 5 minutes de pause, vous allez pouvoir générer de l'hypertrophie, sauf que vous allez pas travailler de la même manière. Si vous ne faites que 30 secondes de pause, vous allez avoir une charge qui va être modérée et vous allez peut-être faire, hem, moins de répétitions, heu, parce que, bah, les temps de pause sont très courts, donc la fatigue musculaire va arriver très, très vite. En revanche, si vous vous retrouvez à avoir un temps de pause de 5 minutes, bah là, vous allez beaucoup charger et vous allez essayer de faire vraiment un max de répétitions parce qu'il faut que vous génériez il faut générer tout simplement une, une adaptation, un signal au niveau de vos muscles qui soit suffisamment fort parce qu'avec 5 minutes de pause, vous avez un gros temps quand même pour récupérer que vous n'avez pas du tout, avec 30 secondes. Donc il faut que ça génère suffisamment de, fatigue musculaire de pouvoir faire ça. Donc ça c'est très important. Pour ce qui est de la durée des séances, c'est assez personnel et ça dépend à la fois des préférences de chacun, mais aussi bien sûr de l'emploi du temps de chacun. Et vous pouvez très bien développer votre hypertrophie musculaire avec une séance de 30 minutes. Mais vous pouvez aussi faire des séances de 1 heure, 1 h 30, voire 2 heures si vous avez assez de temps et assez d'énergie. En termes d'endurance et d'hypertrophie, si vous mangez suffisamment, alors il n'y aura pas d'influence négative de l'endurance sur vos gains. Peut-être par contre que, un sport tel que la course à pied, est moins bien que le vélo pour optimiser l'hypertrophie, en ce sens que la course à pied va fatiguer, plus les muscles à cause des chocs, qui à chaque fois avec la route, ou le sol, hein, tout simplement, et cela, ça peut gêner un peu l'hypertrophie musculaire si l'effort est long. Mais vous pouvez très bien faire une course de 25 minutes à 70 de votre fréquence cardiaque maximale avant de faire une séance pour développer votre hypertrophie musculaire ou bien faire cette course, juste après votre séance ou plus tard dans la journée. Le mieux, c'est bien sûr de, faire ces 2 activités dans 2 journées, lors de 2 journées, différentes, hein. Si le lundi vous faites de la musculation, idéalement, si vous voulez aller courir ou faire du vélo ou nager ou faire, n'importe quoi d'autre en termes d'endurance, idéalement, vous le faites, pas le lundi et vous essayez de le faire un autre jour de la semaine où vous n'allez pas à la salle. Idéalement, si vous ne pouvez pas faire ça parce que votre emploi du temps vous oblige à aller courir, le même jour, bah, vous pouvez aussi le faire, en faisant tout de même donc attention, comme on l'a dit, à la course à pied. Si vous faites un effort qui est trop long en termes de durée, ça peut avoir des conséquences, un peu négatives. On va voir maintenant donc des exercices pour la nuque et pour les deltoïdes postérieurs. Donc pour la nuque, on va favoriser des exercices qui sont isométriques. Alors déjà, la nuque, pourquoi est-ce qu'il faut la travailler? Bah, parce que la nuque, ça permet de tenir votre tête. Si vous vous faites mal à la nuque, vous vous rendrez compte d'à quel point vous l'utilisez absolument tout le temps. Et bah, il faut pas avoir peur de faire un peu grossir sa nuque. La nuque, c'est hyper important, donc il faut aussi la travailler. Faut pas négliger, ce groupe de muscles et pour éviter de, se causer d'énormes problèmes au niveau des cervicales, voire bien pire, le mieux, c'est de faire des exercices isométriques. Faire des exercices où vous allez, impliquer, où il va y avoir du mouvement impliqué. J'ai pu en faire,
mais franchement, vous savez quoi? L'isométrique, c'est vachement mieux. Il y a un très bon site web sur lequel il y a pas mal d'exercices et de vidéos. C'est le site web, d'Eric Cressey, donc Eric, Eric et Cressey, Creux2SEY. Donc ce site web est très intéressant pour tout ce qui est donc les exercices de la nuque et pour les deltoïdes postérieurs, on en a parlé, je vous en ai parlé, c'est les fameux reverse fly euh, que je fais sur un banc incliné. Donc ça, il y a plein de vidéos disponibles à peu près partout. Des exercices qui sont à éviter pour l'hypertrophie, ce sont des exercices d'haltérophilie olympique. Ça n'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que le ratio risque-bénéfice, bah, c'est pas le meilleur. Voilà, vous risquez beaucoup plus de vous blesser à faire des exercices d'haltérophilie olympique que si vous faites des exercices plus traditionnels. Et voilà, les gains sont pas forcément, enfin, sont pas du tout même significatif par rapport à si vous faites un exercice normal. Donc, évitez de faire ce genre de choses. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Je vous rassure que je vais arrêter de parler à un, à un moment donné. On va voir, avant ça quand même, un point sur l'exposition au froid et l'hypertrophie. Les études, elles sont assez claires sur le sujet. Vous ne voulez pas être exposé au froid via un bain glacé, ni avant, ni après votre séance, ni même dans la même journée que votre séance, car cela va bloquer la croissance musculaire. Si vous êtes un athlète professionnel, semi-professionnel ou amateur en pleine saison, vous pouvez faire des bains glacés directement après vos entraînements et vos séances, car à ce moment de la saison, la récupération est souvent plus importante que l'hypertrophie musculaire. Au contraire, si vous êtes dans une phase d'optimisation de votre hypertrophie musculaire, vous ne pouvez pas faire d'exposition au froid du tout sur 12 semaines, ou peut-être en faire seulement lors de vos jours de repos. En revanche, les douches froides, elles, ne posent aucun problème car elles ne sont pas aussi froides qu'un bain glacé et que les quelques 2-3 minutes que vous allez passer sous l'eau, elles vont pas être nuisibles à la croissance de vos muscles. Pour terminer, on va donc parler du timing de la nutrition pour l'hypertrophie. Nous reparlerons plus en détail de nutrition et de performance physique dans de futurs épisodes du podcast et dans un des épisodes de cette série sur la santé physique. Mais pour la discussion du jour, en supposant qu'une personne prend le nombre de protéines nécessaires via des sources de nourriture de qualité, que les autres macros et que l'apport calorique soit suffisant, qu'est-ce qui semble bien d'ingérer qu'est-ce qui semble bien d'ingérer un moment, après la séance afin de faciliter la synthèse des protéines musculaires et donc l'hypertrophie, ainsi que la récupération? Pour les protéines, ce qu'on voit souvent, c'est de prendre entre 2,2 et 2,7 grammes de protéines par kilo de masse corporelle. Si ce nombre est plus bas, cela va rajouter de la complexité car vous devrez vous intéresser à la qualité, au type de protéines et au timing de prise de vos protéines. Si vous respectez cette dose ou que vous dépassez, le timing de prise de protéines n'a pas vraiment d'importance. Il y en a en revanche pour les glucides si ça fait partie de votre alimentation. Hem et pour la restauration des stocks de glycogène dans vos muscles, hein, donc par la consommation de glucides. Pour ceux qui mangent des glucides, hein, voici le ratio à utiliser. Pour la force, vous faites un ratio de 1 pour 1, donc 35 grammes de protéines pour 35 grammes de glucides. Pour le conditionnement, c'est-à-dire qu'en pré-saison ou avant une compétition, vous faites un ratio de 3 pour 1, c'est-à-dire par exemple 90 à 140 grammes de glucides pour 35 grammes de protéines. Si, euh,
Si vous faites un peu des 2, de la force et du conditionnement, vous allez plus prendre un ratio de 2 pour 1, 60-70 grammes de glucides pour 35 grammes de protéines, et ce, avant, après ou même le mieux, pendant vos séances, hein, avec des shakers à boire. Ça, c'est bien sûr si les glucides font partie de votre alimentation. Ça n'est pas le cas pour moi car je suis carnivore. Ce n'est pas le sujet de cet épisode. Pour terminer, il semble plus intéressant de s'alimenter avant une séance plutôt que de jeûner, bien que le jeûne puisse avoir potentiellement des bénéfices pour l'exercice physique. Et en termes de suppléments, si vous n'aviez qu'un seul supplément à prendre, certainement que la créatine monohydrate entre 3 et 6 grammes par jour, cela dépend grandement de votre masse. Donc chiffre standard, on va dire 5 grammes par jour. Le timing de la prise de ce supplément n'a pas vraiment d'importance. Les suppléments, on en reparlera aussi dans un épisode futur sur cette série d'épisodes sur la santé physique, et on en reparlera donc les suppléments avec tout ce qui va concerner la nutrition. Et pour ce qui est du fait de manger avant vos séances, oui, ça peut être intéressant parce que en mangeant avant vos séances, bah, vous allez donner du carburant directement à votre corps pour que incite votre corps à brûler telle ou telle source de carburant. Enfin, tout dépend de votre régime alimentaire. En revanche, moi personnellement, je fais des séances qui durent entre 1h20 et 1h50. En y allant, voilà, j'essaie de mettre de l'intensité quand même, et je mange pas, hein. Je me lève, je vais faire ma séance et puis je mange après ma séance. C'est un choix. Vous faites comme vous voulez, ça dépendra aussi, de la disponibilité et de l'accessibilité à la salle. Moi, voilà, j'ai juste à marcher 2 minutes pour aller à la salle, donc c'est extrêmement pratique. Peut-être que vous, bah, il faut quand même que vous vous prépariez et cetera et que donc vous avez le temps de manger un petit truc avant. Ça dépend de vos préférences personnelles. Est-ce que vous préférez avoir, le ventre, rempli, avec un minimum de nourriture, avant de faire vos séances, ou est-ce que vous préférez faire vos séances à jeun? C'est vous qui voyez sincèrement. Voilà, encore une fois, tout est une histoire de préférence personnelle. Donc, cet épisode, et donc c'est cette série de 2 épisodes concernant la force et l'hypertrophie touche à sa fin. On a vu beaucoup de choses, c'est encore un épisode très long comme celui un peu de la semaine dernière. Encore une fois, je vous remercie pour votre intérêt dans, la santé et dans la science. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude mardi prochain à 18h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers, et je vous souhaite une excellente journée.